Comment il est la Réunion? La Réunion, elle est là, elle n'est pas là. La Réunion, elle est là. Et quand je vous vois aussi nombreux ici présents, mes chers amis, ça sent la victoire d'Emmanuel Macron. Alors, Emmanuel Macron ne va pas tarder à arriver. Donc, même s'il n'est pas là, je pense que tous ses collaborateurs qui sont là vont lui passer le message. Alors, monsieur le président de la République, non, monsieur le futur président de la République, excusez-moi, cher Emmanuel, mesdames, messieurs, chers amis, bonjour à toutes. Mirodi comme Iwazot, aussi nombreux ici cet après-midi, pour moi, la victoire d'Emmanuel Macron pour le changement ne fait pas de doute, avec vous et grâce à vous. Emmanuel Macron a réussi un pari audacieux, un pari très audacieux, celui de rassembler des femmes et des hommes venus d'horizons politiques, culturels, cultuels, économiques et sociaux différents. C'est vrai en France hexagonale, mais c'est aussi vrai ici à La Réunion et dans l'ensemble des Outre-mer. Ici même, là, dans cette salle, il y a le Parti socialiste, la gauche, la droite sociale, des élus de droite, des élus LPA, de la société civile aussi. Alors, mes chers amis, pour ce rassemblement, il faut faire un ouah pour Emmanuel Macron. Cette diversité est la preuve, s'il fallait encore une, que depuis l'annonce officielle de sa candidature est né un nouveau souffle citoyen, un mouvement en marche tant attendu par les Français. Jeune, dynamique, cash quand il le faut, Emmanuel Macron en a toutes les qualités pour remettre la France en marche. Comme dit la chanson, pour mettre la France en l'air, pour mettre la Réunion en l'air, pour mettre l'Outre-mer en l'air. Ma fidélité et ma loyauté envers François Bayrou m'ont amené, mes chers amis, et j'ai l'habitude de dire la vérité, je vous le dis encore ici, à beaucoup réfléchir avant de prendre ma décision et de soutenir Emmanuel Macron. Aujourd'hui, cette décision, je ne la regrette pas, bien au contraire, j'en suis fier. Je suis fier d'être aux côtés de celui qui gouvernera la France pour les 5 prochaines années. Car Emmanuel Macron et moi, nous avons un certain nombre de points communs. Une vision similaire pour la France, l'Outre-mer et la Réunion. Comme lui, j'aurai bientôt 40 ans, le 1er avril, mais ce n'est pas un poisson d'avril. Comme lui, j'ai décidé de lancer en 2012 un mouvement qui dépasse les partis politiques traditionnels. Comme lui, je pense que la politique n'est pas un métier. Comme lui, je prône le renouvellement de la classe politique. Comme lui, je suis attaqué en permanence sur tous les sujets, aujourd'hui encore, y compris sur mon parcours professionnel. On dénonce le fait qu'il soit issu du monde de la finance, comme on dénonçait mon parcours dans le domaine de l'immobilier, comme si un passé professionnel était la seule grille d'analyse. Comme lui, j'ai subi des attaques aussi sur mon âge. On dit Emmanuel Macron est jeune et sans expérience, mais on disait la même chose de moi en 2008
lorsque j'avais seulement 29 ans, lorsque j'ai été élu maire de la commune de Saint-Leu. On disait que je n'y connaissais rien et aujourd'hui, vous avez vu le résultat. Et l'expérience d'Emmanuel Macron est attaquée par un certain Fillon, celui qui veut donner des leçons. Il dit qu'Emmanuel Macron n'a rien fait lorsqu'il était ministre. Mais lui, il était Premier ministre. Et en 2012, la population l'a jeté. La population a jeté aussi Sarkozy. La population ne voulait plus d'eux. Alors, il veut se faire passer pour un homme neuf. Ce n'est pas crédible. À part porter des attaques, les opposants d'Emmanuel Macron se contredisent. Quand ça les arrange, ils rappellent sa participation au gouvernement. Et la minute d'après, ils avancent qu'il est trop jeune, pas capable. Il n'est donc pas une contradiction près. Cette expérience, mes chers amis, permet aussi de savoir que l'on ne peut pas dépenser ce que l'on n'a pas. Comme veulent le faire certains candidats à la présidentielle. Je peux citer l'exemple d'Hamon ou de Mélenchon. Dans la finance, on s'appuie sur des faits. On ne fait pas de la démagogie. C'est à l'opposé de ce que veut faire une candidate, évoquant sans cesse Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, au moins elle, c'est une héroïne. Ce n'est pas le cas de Le Pen. Les messages de haine envoyés, les prédictions de catastrophes, cette démagogie tenace sont de nature à fortement perturber la vision que nous avons du monde. Oui, il nous faut garder des repères, mais aussi ouvrir d'autres voies. Et cela d'autant plus que la Réunion et les Outre-mer, la France, mais le monde plus globalement, bouge, évolue vite, parfois trop vite. Nos concitoyens sont parfois désorientés, inquiets, ils doutent, ils craignent un avenir difficile et je les comprends parfaitement. On veut toujours le meilleur pour ses enfants. Le meilleur est-il vraiment devant nous? Mes chers amis, j'ai appris à connaître Emmanuel Macron depuis quelques mois. Je sais qu'il aime les gens. Faire de la politique, c'est aimer l'autre. Alors, je peux vous garantir une chose, oui, l'avenir meilleur est devant nous. Et le meilleur candidat pour cela, pour cet avenir meilleur, pour la France, pour l'Outre-mer, pour la Réunion, c'est Emmanuel Macron! Je crois véritablement que le rôle d'un homme ou d'une femme politique, c'est de permettre l'espoir chez chaque citoyen. Permettre l'espoir, ce n'est pas faire des promesses qui ne tiennent pas la route, mais permettre l'espoir, c'est tenir un discours de vérité, d'honnêteté, de franchise. Mes chers amis, vous savez, j'ai la réputation d'être quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Et avec Emmanuel Macron, il y a là aussi un engagement fort. Et je peux vous inviter aujourd'hui solennellement à lui faire confiance parce qu'il tiendra la parole donnée. Permettre l'espoir, c'est dire qu'ensemble, on peut y arriver. En créole, vous connaissez comment il dit? Il dit, il tient bon 100 000 pas. Comment il dit? Il tient bon 100 000 pas. C'est comme ça qu'on dit à La Réunion. Et mes chers amis, pour revenir à un sujet plus sensible, nos ancêtres, nos grands-mouns ont connu la misère. Quelques années plus tard,
ici même à La Réunion et globalement dans les Outre-mer, 40% de nos concitoyens vivent sous le seuil de pauvreté. Ça, c'est une réalité qu'il faut aujourd'hui changer. Vous connaissez aussi les chiffres du chômage. Plus d'un jeune sur deux, ici à La Réunion, moins de 25 ans, sont privés d'emploi. L'habitat indigne représente encore près d'un logement sur 10. Plus de 25 000 familles sont en attente d'un logement social. La vie est plus chère dans les Outre-mer que dans l'Hexagone. Se déplacer coûte cher et l'INSEE a totalement raison. La situation à La Réunion, par exemple, est hors norme, mais ceci est aussi valable pour l'ensemble de l'Outre-mer. Alors, comment faire pour entrer La Réunion et les Outre-mer dans les normes sociales et économiques de la France hexagonale? Cher Emmanuel, tu l'as compris, et depuis ce matin, il y a bon nombre de personnes qui n'ont cessé de répéter, il y a une situation spécifique à La Réunion, et comme on le sait tous, à situation spécifique, il faut absolument des réponses spécifiques et urgentes. C'est ce que nous appelons l'adaptation. Adapter les lois, les règlements, les textes à notre contexte, à notre présent, mais aussi à notre avenir. Notre avenir sont les 200 000 jeunes, et il y en a ici dans cette salle. Notre avenir, c'est notre île elle-même. Ce sont toutes ces richesses. Et là, je pense par exemple aux milliers d'emplois qu'on peut créer dans l'énergie renouvelable. Notre avenir, ce sont ces start-up qui innovent en permanence, notamment dans le domaine du numérique. Nous avons un potentiel, nous avons des atouts, nous, Réunionnaises et Réunionnais, nous avons chacune et chacun le devoir de les valoriser. Nous avons aussi un autre atout, notre situation géographique. Dans l'océan Indien, au carrefour de l'Asie, de l'Afrique et de l'Europe. Notre avenir, c'est ensemble que nous le construirons. Nous devons construire l'avenir, mais nous devons aussi nous occuper du présent, de toutes les difficultés que rencontrent nos concitoyens. Nos territoires ultramarins connaissent d'importants retards dans le domaine du logement, de l'assainissement, de la desserte en eau potable, de la gestion des déchets, du transport, du numérique et bien d'autres. Nous devons donc apporter des réponses concrètes à ces situations d'extrême précarité. C'est la relance du BTP, c'est la construction de logements sociaux, d'équipements structurants. Cela va permettre, il n'y a pas de doute, de redonner du dynamisme à un secteur fortement perturbé. Outre l'emploi et le logement, la plus grande préoccupation des Réunionnais et des Ultramarins reste aussi le pouvoir d'achat. À La Réunion, par exemple, nous payons nos produits plus chers qu'en France hexagonale. Il y a encore peu de temps, pour les mêmes produits, je dis bien les mêmes, il y a encore un écart de prix de l'ordre de 35%. La situation est donc encore plus difficile pour ceux qui sont les plus démunis. Nous devons donc, mes chers amis, nous devons donc engager une lutte sans merci contre les monopoles ou les oligopoles. La Réunion et les Outre-mer doivent ouvrir leur marché à la concurrence, et cela dans tous les domaines. Faire baisser les prix, c'est aussi créer les conditions pour que sur chaque territoire ultramarin, nous puissions produire. Et c'est possible dans le domaine alimentaire. Pourquoi devrions-nous importer
c'est que nos agriculteurs sont capables de produire localement. Faire baisser les prix, c'est augmenter le pouvoir d'achat, mais il faut aussi augmenter les revenus. Et là-dessus, j'en suis convaincu, tout à l'heure, Emmanuel Macron aura des éléments précis à vous apporter. Je reviens à nos Gramounes. Il est urgent de relever leur retraite. C'est une nécessité absolue. Quand une personne âgée perçoit 200 € par mois, elle ne vit pas, elle survit. La survie n'est pas une option. Les ultramarins, mes chers amis, et ça sera le mot de la fin, les ultramarins, la Réunion, ne demandent pas la charité. On ne demande pas la charité. On demande la justice sociale. C'est la justice sociale qu'on est en droit de demander au national. Et Emmanuel Macron, c'est ce qu'il veut pour la Réunion et les Outre-mer. Il demande aussi la justice économique. Il demande à être reconnu comme appartenant à la République. Il y a des choses qu'il faut changer en profondeur, en Outre-mer et à La Réunion. Ensemble, redonnons de l'espoir. Mon cher Emmanuel, je compte sur toi. Tous les Réunionnais, tout le peuple des Outre-mer compte sur toi pour nous accompagner dans cette voie du dynamisme, cette voie de la détermination, cette voie du redressement, cette voie du rassemblement, cette voie de l'unité nationale, pour qu'une bonne fois pour toutes, la France se redresse, la Réunion y mette à lit debout, et les Outre-mer y progressent. Et c'est ça, mes chers amis, ce que nous propose aujourd'hui Emmanuel Macron. Alors, nous tous ensemble, allons mettre la main ensemble, allons tiens bon ensemble pour que la victoire soit là au mois de mai avec Emmanuel Macron. Merci à vous. Alors, je vais appeler Gilbert Annette qui va prendre la parole maintenant. Bonjour à toutes. Comment il est? Assalamu alaikum. Namaste. Vanakam. Manawon. Akormano. Invovo. Hello. Merci d'être nombreux aujourd'hui dans ce grand rendez-vous, cette rencontre citoyenne pour cette grande élection. Merci aussi aux militants dans l'ombre qui depuis quelques jours travaillent d'arrache-pied pour réussir cette belle rencontre avec celui que nous avons choisi, celui pour qui nous allons nous battre pendant les quelques jours qui nous séparent du 7 mai. Et tout de suite, je voudrais vous dire, par expérience, que rien n'est gagné. Rien n'est gagné. Que le match se terminera le 7 mai. Méfions-nous. Hier, le Paris Saint-Germain menait 4-0. T'es super favori. Une semaine après, le Barça a gagné 6-1. Donc, jusqu'au 7 mai, chacun devra prendre sa part dans la construction de l'avenir de notre pays. Chacun devra construire notre destin. Et je voudrais vous saluer, bien sûr, chers concitoyens, et pour certains parmi vous, chers camarades. Nous sommes honorés
aujourd'hui d'être ici rassemblés pour recevoir notre candidat, le candidat à la présidence de la République française, la plus grande échéance, le plus haut poste important dans notre pays. Nous sommes très heureux de recevoir ici dans quelques instants, dans cette enceinte, ce stade de l'Est qui reçoit de grandes joutes sportives. Et ici, dans quelques instants, nous allons accueillir, soutenir notre champion, Emmanuel Macron. Oui, nous sommes honorés parce qu'ici même, il y a quelques années, en 89 et après, nous avons démarré de belles campagnes victorieuses. Et j'ai en souvenir en tête 1989 où, à la tête d'une équipe composée de progressistes de tous bords, associés aux centristes de Raymond Barre, nous avons enlevé la mairie à l'équipe de l'UMP et des Républicains de l'époque. C'est grâce au rassemblement que nous avons gagné cette bataille. À cette même époque, au Conseil régional, nous siégeons, nous, avec Pierre Lagourgue, le leader de la droite centriste, et Paul Vergès, le leader du Parti communiste. Nous étions déjà dans le rassemblement, parce que nous avions compris que c'est dans le rassemblement qu'on peut trouver la force de surmonter les difficultés. Eh bien, nous sommes très heureux aujourd'hui de voir qu'au plus haut niveau de la nation, Emmanuel, tu as eu l'audace, la perspicacité, le courage de transcender les clivages politiques. Tu as eu le courage de rassembler des énergies, des hommes et des femmes décidés à sortir la France de l'ornière, à trouver une nouvelle voie, à évoluer, à construire un nouveau projet. Tu as eu cette audace, ce courage, et nous sommes très heureux, parce que nous pensons par expérience que pour faire face aux grands défis, à la complexité du monde moderne, il faut rassembler dans la diversité les composantes, les forces politiques de notre pays. Et Emmanuel, tu as saisi, tu as compris. Et je voudrais te féliciter pour ta capacité à agglomérer toutes ces forces, à regrouper toutes ces forces et à construire ce nouveau projet que tu as présenté. Et nous voyons bien qu'une large partie des Français adhèrent à cette vision nouvelle, à cette volonté de prendre en compte, et tu l'as vu, ce monde nouveau qui s'éveille autour de nous. Tu as eu cette capacité plus que d'autres et à vouloir y répondre par une démarche originale. Et nous sommes très heureux de participer à ce changement, à cette évolution. C'est très important. Tu es l'homme du rassemblement. Tu veux rassembler des forces pour bâtir un nouveau socle politique, pour un nouveau projet, un projet capable de concilier la liberté, l'égalité et produire davantage de fraternité dans notre pays. Oui, c'est de la fraternité dont le monde a besoin et la France doit montrer cette voie. Et Emmanuel, je sais que c'est au cœur de ce projet. Cette force nouvelle, et nous sommes heureux, toi, tu as placé le travail au cœur de ce projet. Et nous, Réunionnais, nous savons que le travail, c'est le problème majeur de la Réunion. C'est la priorité des priorités. Oui, tu as compris qu'il fallait apporter d'abord la réponse au travail. Tu as compris, comme nous, que le travail, c'est la dignité de l'homme et de la femme et qu'il fallait ici une réponse en France, une réponse du travail. Et nous sommes à tes côtés. Nous savons qu'il faut proposer du travail, élargir, que ce soit bien sûr dans l'économie libérale,
que ce soit dans l'économie sociale, solidaire, dans l'économie circulaire, sous toutes ses formes. Il faut répondre à ce besoin de travail. Et nous, à La Réunion, nous savons que dans notre histoire, tous les Réunionnais sont venus ici pour travailler. Les colons, petits et grands, les esclaves contraints, les engagés, tous les Réunionnais sont venus pour travailler. Et aujourd'hui, pas assez de travail. Nous sommes aujourd'hui frappés, martyrisés par ce chômage massif qui abîme la Réunion, qui détruit notre jeunesse, qui inquiète les parents. C'est ça le problème majeur. Et toi, tu t'es posé d'emblée comme le candidat du travail. Eh bien, nous voulons que tu deviennes le président du travail. C'est ce que nous voulons. Oui, nous voulons que tu deviennes le président du travail. Le travail indispensable. Le travail dont nous avons tellement besoin. Mais tu n'es pas que le président du travail. Tu as compris, bien sûr, avant d'autres, plus que d'autres, qu'il fallait être le président de l'ouverture au monde, contrairement à cette Marine Le Pen qui veut sortir de l'Europe pour se jeter dans les bras de Poutine. Cette Marine Le Pen qui veut élever les frontières, isoler la France. Isoler la France, c'est un véritable suicide de la France. Nous allons nous opposer de toutes les forces à cette volonté de repli peureux, frileux. Nous ne voulons pas de ça. Et Emmanuel, ton projet est à l'inverse. C'est l'ouverture vers le monde. Et nous Réunionnais qui venons du monde, nous qui venons du monde, nous voulons être des acteurs de cette ouverture. Nous voulons être ces acteurs à côté de cette Afrique prometteuse qui va doubler sa population dans les 30 ans qui viennent, passer d'1 milliard à 2 milliards, avec l'Inde, la Chine, qui sont déjà des géants économiques dans le monde. Eh bien, nous voulons être des acteurs de cette ouverture. C'est très important. Tu veux être le président de l'ouverture. Et nous voulons, comme toi, aller vers le monde. C'est dans le monde que nous trouverons les solutions et l'épanouissement de notre jeunesse. Et nous avons tous les atouts pour le faire. Mais nous savons que nous ne pouvons pas aller vers le monde si nous ne sommes pas solides, implantés sur nos pieds. Il faut donc renforcer l'identité réunionnaise. Notre identité forgée dans l'histoire de notre pays, cette identité qui a été, hélas, dont les racines ont été, hélas, amputées par une politique forcenée d'assimilation, eh bien, il faut redonner à l'identité réunionnaise toute sa force pour que les Réunionnais bien solides sur leurs jambes puissent aller dans le monde, à la conquête du monde, avec cette diversité réunionnaise. Mesdames, Messieurs, pour aller vers le monde, bien sûr, il faut que le président, que toi, Emmanuel, tu nous donnes plus de responsabilités. Nous voulons guider le développement de notre territoire. Nous ne voulons pas être spectateurs. Donc, nous voulons que tu nous donnes davantage de responsabilités. Eh bien, vous le savez comme moi, il n'y a pas d'ouverture dans le monde, il n'y a pas de travail s'il n'y a pas un grand projet éducatif. Et Emmanuel, nous sommes heureux que tu veuilles devenir le président de l'éducation. Et nous applaudissons quand tu dis vouloir réduire les classes de CP, de CE1 à 12 élèves pour sauver notre jeunesse. Oui, nous sommes à tes côtés. Nous voulons que nos jeunes aient la haute qualité éducative de la maternelle à l'université. Nous voulons relever ce défi qui conditionne le reste. Eh bien, cher Emmanuel, nous sommes à tes côtés.
Nous sommes avec toi pour emporter cette bataille, pour mettre en œuvre ce projet. Nous voulons, comme toi, un vrai changement. Et nous sommes prêts. Et je vous demande, chacun présent ici, dès demain, dès ce soir, de vous transformer en artisans de notre propre destin. Notre destin nous appartient. Chacun doit amener sa pierre au projet d'Emmanuel Macron. Et ensemble, le 7 mai, nous inscrirons, nous ouvrirons une nouvelle page dans l'histoire de France avec Emmanuel Macron. On me faisait... Emmanuel arrive. Et avant qu'il arrive, eh bien ensemble, chacun doit prendre un engagement pour la Réunion, pour Emmanuel Macron, pour la France, se battre jusqu'au 7, dans la famille, dans le travail, dans le quartier, osez vous battre pour réunir cette force nouvelle. Hein, c'est Saint-Exupéry qui écrivait dans Vol de nuit. Vous le savez, dans la vie, il n'y a pas de solution. Il y a des forces en marche. Il faut en créer et les solutions suivent. Eh bien, nous allons créer cette nouvelle force pour bâtir ce nouveau projet et entraîner la France, la jeunesse dans le monde. C'est une nouvelle espérance pour notre pays. C'est un nouvel espoir pour la jeunesse. Et c'est pour ça que cela mérite un engagement total de chacun d'entre vous. Chacun individuellement doit être convaincant autour de lui, rallié autour de lui, tous les suffrages en permanence, tous les jours qui nous séparent du 7 mai. Soyez combatifs, c'est l'avenir de nos enfants qui est dans nos mains. C'est l'avenir de la Réunion, de la France qui est en jeu. Ça mérite des efforts, des sacrifices pour l'avenir de nos enfants. Et nos enfants nous seront reconnaissants. Mais si par malheur on les abandonnait, eh bien il nous en vaudrait. Certains nous maudiraient d'avoir laissé la France dans les mains d'un Fillon qui veut détruire le socle social, qui veut détruire les acquis du Conseil de la Résistance, qui a été le plus grand rassemblement politique de notre pays. Vive la Réunion, vive la France, Emmanuel Macron, président! Emmanuel Macron, président! Emmanuel Macron, président! Emmanuel Macron. Bonjour à tous. Bonjour à vous. Bonjour et merci. Merci à vous d'être là. Oui, on va tout faire pour gagner. Merci à vous, merci. Merci à tous les quatre de vous être exprimés.
Merci. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui à la réunion avec mes amis, d'être là dans ce territoire qu'on a trop souvent oublié, qui est face à de multiples défis, et être là pour cette élection présidentielle un peu moins d'un mois, un mois avant le vote, un mois avant que vous n'alliez voter, parce que je compte sur vous toutes et tous pour y aller, pour convaincre, pour changer justement le pays et le visage de la Réunion. Oui. Alors oui, quand on vient ici, et on en a beaucoup parlé tout aujourd'hui, et on en parlera encore demain, on parle d'une terre qui a son histoire. Et beaucoup l'ont oublié, mais la Réunion, c'est en France depuis bien plus longtemps que nombre d'autres départements, depuis le milieu du XVIIe siècle. Mais un territoire plongé dans l'océan Indien, avec tant de langues, de cultures, de religions, un creuset unique, avec des défis qui sont les siens, et qu'on regarde trop souvent de loin, en pensant que tout est pareil en France, ou en l'oubliant, ou en pensant que les problèmes d'ici, ce sont les mêmes qu'à Paris. Non. Donc la question aujourd'hui qui nous est posée, c'est comment pour les territoires d'outre-mer, comment pour la Réunion, on pense autre chose, une autre politique. On pense la diversité dans la République. On pense la réussite de la Réunion dans la République française. Et c'est ça dont mes amis Thierry, Gilbert et tant d'autres vous ont parlé depuis tout à l'heure, ce pourquoi ils se battent et ce sur quoi nous travaillons, ce que notre projet porte. Alors ce que je voulais partager avec vous ce soir, mes amis, ce sont quelques convictions, c'est le cœur de notre projet et c'est vous dire en quoi les 6 chantiers de notre projet présidentiel, ce sont des chantiers pour la Réunion, pour la réussite de la Réunion, pour une ambition pour la Réunion. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'entends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'entends rien. Alors, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas entendu. Viens. Je vais poser une question, moi, à Emmanuel. Bonnes enfants, la Creuse. Racine en l'air. Notre racine est en l'air, nous avons besoin un peu plus de terreau ici à La Réunion pour pousser. Notre jeunesse, maintenant, a besoin aussi d'un transfert qui se fait légalement et puis dans la dignité de chacun pour pouvoir trouver du travail. La Réunion n'est pas extensible. C'est l'être humain qui est extensible ici. Et qu'est-ce qu'on va faire plus tard? On va avoir 1 million de personnes ici à La Réunion. Et que la plupart de ces jeunes-là n'auront pas de travail. Comment faire pour pouvoir avancer dans ce sens, monsieur? Comment vous vous appelez? Monsieur Jean-Marie Jean-Philippe. Alors,
Ce que dit Jean-Marie, c'est le premier chantier. C'est l'école et la jeunesse. C'est la première priorité. Alors, et ce n'est pas la seule. Et donc, si on veut que la jeunesse s'en sorte, quel est le problème aujourd'hui, ici, à La Réunion? L'illettrisme, c'est le premier problème. Avant le chômage, quand il y a plus de 20% des jeunes qui ne savent pas lire ou écrire ou compter proprement, ils ne peuvent pas prétendre accéder à un travail. Ils ne peuvent pas construire ce futur. Alors même qu'il y a une vitalité et qu'il y a en effet, on en parlait encore, des milliers de Réunionnais et Réunionnaises par rapport à il y a quelques années, en plus. Je pense que l'illettrisme, vous avez tombé sur un point, mais seulement je vais vous dire une chose, moi. J'ai été en métropole pour apprendre à lire et écrire. J'ai appris à écrire moi-même. Les Réunionnais, les jeunes Réunionnaises et Réunionnais, ils ont un potentiel incroyable. C'est vrai qu'il y a de l'illettrisme, mais c'est pas avec ça qu'on va avancer. Non, mais ils ont un potentiel. Mais il faut réussir à le développer. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? C'est quand on vient d'une famille qui est en difficulté. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille qui permet d'aller à un hexagone ou d'être éduqué, d'avoir un enseignement. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que quand on vient d'une famille en difficulté, plus modeste, dans un territoire qui est plus dur, ce qu'on appelle ces zones d'éducation prioritaire, on puisse mettre moins d'élèves par classe. Et donc, il y a quasiment la moitié des élèves à La Réunion qui sont concernés par ces zones. Et bien pour eux, en CP et CE1, on aura 12 élèves par classe. Parce que là, on peut apprendre. Là, on peut enseigner. Parce qu'un jeune qui a plus de difficultés, eh bien, le professeur peut passer plus de temps avec lui. Il peut utiliser d'autres méthodes. Et ce qu'on a aussi dans notre projet, c'est de donner plus de liberté, plus d'autonomie aux enseignants. Parce qu'on ne peut pas enseigner pareil ici. On ne peut pas enseigner de la même façon ici, à 5000 km, ou à l'autre bout du monde, ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est le premier point pour lutter justement contre cette difficulté des plus jeunes. Ensuite, si on veut se battre contre l'illettrisme, eh ben, il faut chaque année remettre des tests. Dans notre programme pour l'école, on remet des tests chaque année. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu recréer ce service national universel, pour que tous les jeunes passent un mois. Vous savez, j'entends pique-pendre depuis que j'ai proposé ça. Il y en a qui disent c'est terrible, c'est de la démagogie, c'est pas faisable. Si, c'est faisable. Un mois, entre 18 et 21 ans, où toute une classe d'âge sera ensemble et où on fera justement ces tests sur l'illettrisme. Parce qu'on sait où à ce moment-là, les jeunes se trouvent. Ensuite, la deuxième chose, par rapport à ce que vous dites, et c'est notre deuxième priorité, c'est le travail. Comment on arrive à recréer du travail? Et donc, le deuxième chantier, la deuxième priorité, c'est le travail. Moi, je l'ai dit, je veux être le candidat du travail, le candidat de la réussite par le travail et de l'émancipation par le travail. Allez-y. Comment allons-nous faire pour pouvoir, c'est bien l'éducation et tout, mais quand ces jeunes sortent bac plus 2 ou 3 ou 4, que le bac de l'eau est bien rempli là, ils n'ont pas de travail après pour verser cette eau-là. Dans l'avenir, il y a, vous savez, ici à La Réunion, les familles sont très fusionnelles avec les enfants. Ils ne veulent pas les laisser partir parce qu'ils ont peur de l'extérieur. Et par rapport aussi aux expériences qu'il y a eu avant, hein, vos concurrences de la droite qui a fait tout ce qui a fait de nous, moi, enfant de la Creuse et tout. Hein. Mais ce que je veux dire, moi, c'est que pour pouvoir avoir plus de travail, il faut une phase communicante entre l'Hexagone, la métropole ici à La Réunion. On sait très bien que les collectivités locales qui rembauchent ici, c'est les plus grands et il n'y en aura pas plus de travail. Comment faire pour pouvoir que ces jeunes ici et leur donner la possibilité de partir avec tout ce qu'il faut du terreau ici à La Réunion? Alors, là-dessus, c'est la deuxième priorité. Comment on libère le travail, d'abord?
Ça veut dire qu'il faut simplifier les choses pour que les gens, justement, puissent entreprendre plus facilement, créer plus facilement des emplois, développer plus facilement l'activité. Ça, c'est le deuxième point. Ça commence d'abord avec soi-même, ce que vous dites. C'est-à-dire, j'ai un diplôme, comment je crée de l'activité? Et donc, la créer, c'est créer son entreprise. Moi, je veux simplifier les règles administratives pour cela. Et je veux derrière supprimer le RSI. Parce que... Ah, je vais finir de répondre. Je vais finir de te répondre. Merci. S'il y en a d'autres, hein, vous n'hésitez pas. Je fais finir la réponse, mais... Et donc, supprimer le RSI pour permettre d'aller plus vite, d'avoir une vie plus simple quand on entreprend et qu'on est entrepreneur pour son compte. Mais ça veut dire aussi baisser les impôts et les charges des entreprises. Et donc, c'est pour cela que dans notre projet, on baisse de 6 points les charges, que dans notre projet, on baisse l'impôt sur les sociétés à 25%, que dans notre projet, on va simplifier les règles du droit du travail pour faire justement qu'on négocie dans l'entreprise, dans la branche professionnelle les règles et pas par la loi au niveau national pour tout le monde. Ça, c'est un chantier fondamental si on veut recréer de la dynamique, comme le disait Jean-Michel à l'instant. Oui, allez-y. Pendant qu'elle descend, le troisième chantier qui va avec ce qu'on a dit et qui est le terreau dont on a besoin. Une fois qu'on a éduqué, qu'on simplifie justement la vie, il faut avoir une économie qui démarre. Il faut la capacité à structurer des filières économiques. Il faut développer l'agriculture, qui ici fait un travail formidable en simplifiant la vie des agriculteurs, et je vais y revenir. Il faut pouvoir... Venez. Il faut pouvoir développer la filière agricole, la filière maritime. On en parlait encore hier, parce qu'il y a aussi aujourd'hui, en termes de création d'activités, d'énergie, de ressources dans la mer, une forme de création de richesse unique. Et donc ça passe. Venez avec moi. Ça passe par aussi la nécessité d'investir sur nos territoires. Je vais y revenir, allez-y. Bonjour. Alors. Oui, alors ma question c'est, je suis jeune chef d'entreprise. Comme vous avez dit, pour la création des entreprises, ici à l'île de la Réunion, vous allez simplifier au niveau de l'administration, au niveau des montages des projets. Vous savez, c'est très difficile ici de devenir chef d'entreprise. Quand on a des rêves, on a des projets et qu'on se bat pour y arriver. Alors, il y a beaucoup de points qui nous bloquent. Et il y a aussi des démotivations. Parce que nous, on croit dans ce qu'on veut faire. On croit dans l'avenir pour l'île de la Réunion et même plus tard, envisager même à embaucher. Je suis taxiteur. Voilà. Et donc, c'est très difficile de vraiment arriver à ce que notre projet aboutisse. Ici, les Rayonnais, comme le monsieur l'a dit, nous avons beaucoup de talent, nous avons un gros potentiel. Ce qui nous bloque, c'est vraiment les différentes structures mises en place, les différents dispositifs mis en place. Et c'est très compliqué, parce que pour y arriver, il faut vraiment être bien entouré. Malheureusement, dans certains cas, ça n'a pas été mon cas, mais dans certains cas, le pistonnage. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais dire. Il faut que ces choses changent à l'île de la Réunion. Donnez la chance à tous et à toutes ceux qui veulent réussir et construire vraiment le rêve des Rayonnais ici, quoi. Bravo. Super. Alors, je ne vais pas vous promettre que je saurai totalement supprimer le pistonnage, parce que malheureusement, il y en a partout dans la République,
mais on va le limiter. Comment? Parce que plus on simplifie les règles, plus on a quelque chose qui ne dépend pas du fait du prince. Plus on a quelque chose qui est simple, moins il y a de pistonnage. Bon. Alors, qu'est-ce qui aujourd'hui bloque, au-delà de ce que j'ai dit, dans ce que vous décrivez? C'est qu'il y a beaucoup de règles qui sont pensées depuis Paris, qui sont pensées pour tout le monde de la même façon, Exactement. qui font l'objet ensuite d'adaptations, mais qui rajoutent de la complexité. Et donc, ce qu'il y a dans notre projet, je l'ai dit quand je suis allé aux Antilles, en Guyane, en fin d'année dernière, c'est que je veux qu'on aille vers plus de simplicité et des règles qui sont faites au plus près du terrain. Et donc, je veux que les collectivités locales, que les fonctionnaires aussi de l'État puissent simplifier les dispositifs pour avoir des guichets uniques et surtout des règles adaptées au terrain. Quand on est artisan comme vous l'êtes, on n'a pas les mêmes contraintes, en effet, que quand on l'est à Paris ou en province, dans l'Hexagone. Quand on est agriculteur ici, on l'a vu tout à l'heure, on n'a pas les mêmes contraintes naturelles d'irrigation, de maintien des terres, des contraintes géographiques que quand on le fait dans la Beauce ou dans le sud-ouest de la France. Et donc, ça suppose d'utiliser toutes les flexibilités. Et donc, ce qu'il y a dans notre projet, là-dessus, c'est que, je souhaite pour la Réunion qu'on aille aussi au bout de certaines modifications, c'est-à-dire qu'on laisse la possibilité, dans le cadre de la Constitution, d'adapter les règles au terrain. C'est indispensable. Et surtout au niveau des banques. De donner, je vais y venir, de donner plus de latitude et plus de simplicité pour des guichets uniques. Et sur le financement, de développer davantage la banque publique d'investissement, parce qu'aujourd'hui, c'est l'Agence française de développement ici. Ça ne marche pas. Et donc, il faut qu'on aille plus loin dans un financement public et privé pour aussi aider les entrepreneurs comme vous êtes. Génial. Merci à vous. Ouais. Bravo, notre futur président. On vous garde pour l'animation, là. Yes. Restez par là. Vous me dites s'il y a d'autres questions, hein. Moi, je réponds aux questions concrètes. C'est... Qu'est-ce qu'il y a? Je n'entends rien. Qu'est-ce qu'il y a? Venez là. Je ne vous entends pas sinon. C'est une question ou pas? Les retraites. Alors, attendez. Si vous avez une question, vous vous levez, vous descendez, on vous donne le micro et vous parlez. C'est mieux. Venez. Alors, je veux finir sur l'économie d'abord. Parce que, au-delà de ce que j'ai dit à madame à l'instant, si on veut aller au bout de ce qu'on peut créer comme richesse économique dans l'île de la Réunion, il faut simplifier et adapter les règles au terrain. Il faut réussir à dynamiser les choses comme on vient de le dire. Mais il faut qu'on aille plus loin dans certains secteurs. L'agriculture. Ici, vous avez réussi un petit exploit, je dois dire. Parce que par rapport aux autres territoires ultramarins, vous importez beaucoup moins qu'ailleurs. Il y a une vraie agriculture réunionnaise, il y a un vrai modèle de développement. Mais il faut encore faire mieux. Pourquoi? Parce que c'est avec une agriculture locale, une vraie compétitivité locale, qu'on arrivera vraiment à baisser les prix et qu'on arrivera à créer de l'emploi. Et moi, c'est ça ce que je veux faire avec vous. Alors, comment y parvenir? Eh bien, d'abord, en allant au bout, sur certaines filières, des engagements pris. Sur la canne à sucre, moi j'en prends l'engagement solennel, on ira au bout de l'engagement des 38 millions d'euros pour accompagner la sortie des quotas. Ensuite, il faut développer certaines filières. Le porc, le poulet, où la production locale est aujourd'hui insuffisante et où il y a encore trop d'importations. Et on peut le faire à travers la diversification, là aussi, l'accompagnement et l'aide à l'installation des plus jeunes, en particulier par rapport aux fonciers. Mais plus largement, ce qu'on doit faire pour l'agriculture, c'est s'assurer que le prix de vente correspond au prix de production. Et donc, comme on était tout à l'heure ensemble à Saint-Leu, cher Thierry, chez un agriculteur, il est dans une organisation de producteurs.
Et donc moi je veux qu'on généralise les organisations de producteurs qui permettront de produire au bon prix avec la bonne organisation et en ayant la bonne négociation avec les distributeurs. C'est fondamental. Ensuite, on doit développer toute l'utilisation justement de l'agriculture, y compris pour l'énergie. La canne à sucre, elle permet de faire de l'énergie. La forêt, elle permet de faire de l'énergie. Et donc, tout ce qui est autour de la biomasse, entre autres, toutes ces formes d'énergie contemporaines, il faut aujourd'hui les développer dans l'île. Alors, comment faire? Eh bien, dans notre projet, il y a un plan d'investissement de 50 milliards d'euros. Et ce plan d'investissement, c'est justement celui qui permettra, en matière énergétique, en matière agricole, dans la modernisation industrielle, d'accompagner cette transformation et donc toutes les Réunionnaises et tous les Réunionnais qui veulent entreprendre et créer. Et ça, c'est un élément fondamental de cette diversification. Allez-y, monsieur. Bonjour, Olivier. Allez-y. J'ai une question sur la santé et sur la manière d'améliorer... Mettez votre micro comme ça qu'on vous entende. Comme ça, oui. J'ai une question sur la santé et la manière d'améliorer énormément la santé des Français et des Réunionnais en particulier. La Haute Autorité de Santé a été condamnée 4 ou 5 fois par décision du Conseil d'État, tout simplement parce qu'elle est en mèche avec les laboratoires pharmaceutiques. D'ailleurs, il faut savoir que la plupart des médias, sauf quelques petits médias, touchent beaucoup de subventions de publicité des gros laboratoires pharmaceutiques, de l'industrie alimentaire, et donc ne passent aucune information concernant les méthodes naturelles de se soigner. En particulier, il y a beaucoup de diabétiques, et la Réunion aussi, personne, vous n'avez jamais entendu dire sur TF1 ou sur France 2 qu'on peut soigner le diabète naturellement. C'est une question de nutrition uniquement et qu'il y a des plantes qui remplacent très bien les médicaments sans les effets secondaires. La berbérine fait la même chose que la metformine qu'on donne aux diabétiques. Voilà. Et donc il y a énormément de choses. Alors, par rapport à ça, je vous réponds. Et si vous avez d'autres questions, venez là, on vous donne le micro. D'abord, la presse, vous savez, ils sont là. La presse, ils sont là. Ils ne sont pas financés par les laboratoires pharmaceutiques. Je vais les défendre, ce n'est pas vrai. Donc, ça ne faut pas être non plus dans le complotisme. Ils ne sont pas financés par les laboratoires pharmaceutiques. Il y a eu pendant longtemps en France des lobbies, des laboratoires pharmaceutiques qui finançaient les professionnels de santé. Tout ça a été quand même beaucoup amélioré les dernières années. Par contre, moi je vais répondre très concrètement à vos différents points. Votre santé. Bon, à La Réunion, il y a plusieurs problèmes de santé, comme partout en France. Il y a beaucoup de diabète. Il y a beaucoup de maladies, justement, il y a quelques maladies rares qui sont propres à La Réunion. Et il y a un vrai sujet pour avoir la continuité des soins à La Réunion et pas simplement une désertification progressive qui est en train de se faire. Donc la première chose, c'est de continuer à développer de manière intelligente ce qu'on appelle l'offre de soins, c'est-à-dire ces maisons de santé qui permettent au plus près du terrain d'avoir des professionnels de santé, des libéraux, des professionnels, des spécialistes, parce qu'il manque de spécialistes à La Réunion, et donc il faut les attirer. On les attirera comment? En les rémunérant mieux et en rémunérant la prévention qu'ils vont aussi faire, et pas simplement le paiement à l'acte, et en leur construisant ces maisons de santé. Dans le plan d'investissement qu'on va faire, il va y avoir le doublement des maisons de santé. Et ça permet d'éviter que tout le monde aille aux urgences dès qu'il y a un problème, ce qui coûte au final beaucoup plus cher, et à ce qu'il manque des spécialistes ou des généralistes dans certains territoires. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, par rapport à ce que vous dites, il n'y a pas de lobby. Il y a simplement qu'on n'a pas en effet assez développé à la fois la prévention et la médecine par les plantes et les thérapies alternatives. Et donc là-dessus, je vais être très clair avec vous, j'étais il y a quelques mois aux Antilles, en Guadeloupe, où il y a le professeur Joyeux, qui fait un travail remarquable, il est très connu à travers l'ensemble de l'outre-mer, il a des fans dans la salle, là, et il fait ça. Parce que d'abord, c'est une manière intelligente d'utiliser la biodiversité. On parle tout le temps de biodiversité partout en France.
la biodiversité française, elle est à 80% ultramarine. À 80%. Vous pouvez vous applaudir. Alors, est-ce que éventuellement vous allez, parce qu'il y a une quantité de médecins généralistes qui font un travail énorme, qui sont formés, qui connaissent parfaitement le corps humain, mais qui ne conseillent que les médicaments. Alors, le Conseil justement, de l'ordre est un scandale. C'est un scandale absolu. Alors là-dessus, je finis, puis on va donner le micro aussi à quelqu'un. Merci beaucoup, monsieur. Hein. Tombez pas. Donc, sur ce sujet, il faut encourager à la fois la prévention et les formes alternatives de traitement. Mais le faire comment? À travers la formation des médecins, comme monsieur l'a dit, en rémunérant davantage la formation, en faisant aussi de manière adaptée que les jeunes qui sont en études médicales puissent aller faire de la prévention dans les écoles, au travail, pour valoriser ces formes alternatives, et qu'on valorise aussi d'autres formes de médicaments. Et là, c'est la Haute Autorité de Santé. Et elle a objectivement une indépendance complète en la matière. Je veux ici la défendre. Je sais que c'est à la mode en ce moment d'attaquer toutes les institutions, toutes les administrations. Mais je peux vous dire, il y a en santé des administrations de qualité qui garantissent l'indépendance, qui garantissent justement la clarté des règles. Et les formes alternatives, en particulier les médicaments qui sont tirés de la biodiversité, font partie de cette réponse. Et donc, vous l'avez compris, la réponse en matière de santé, c'est les maisons de santé, une meilleure offre de soins, plus de prévention et une réforme en profondeur aussi de l'hôpital, où moi je propose qu'à l'hôpital, on sorte de la tarification à l'activité, on limite à 50% cela, parce que l'hôpital a beaucoup d'autres missions, et qu'on remette les médecins au cœur de la gouvernance de l'hôpital. Allez-y. Bonjour, vous allez bien? Alors je vais me mettre comme ça je serai en face des personnes sourdes et voilà, tout le monde pourra me voir également. Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Les marmailles aussi, les personnes âgées, les jeunes, bonjour à tous. Je suis fière d'être créole de la Réunion. Bonjour aussi Monsieur Macron, futur président. Alors moi je voudrais me mettre sur la scène justement pour deux questions. Alors ça n'a pas forcément grand chose à voir avec ce qu'on a dit avant, mais j'aimerais parler du monde des sourds en général. Parce que tout à l'heure vous avez dit qu'au niveau des entreprises vous voulez simplifier les choses. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors simplifier les choses oui, mais moi j'ai une question. Donc moi je représente l'association des sourds de la Réunion et je suis aussi moi-même chef d'entreprise. Alors bien sûr, c'est pas facile au niveau de la communication parce que donc, nous dans notre équipe, toute l'équipe est sourde, donc, mais il y a plein de partenaires différents et du coup au niveau de la communication c'est pas forcément évident. Donc bien sûr il y a la GFIP qui nous aide, qui met pour des situations de communication, mais il y a une limite puisque c'est 2 600 € par an. Et en termes de traduction, ça fait 47 heures par an, 47 heures de traduction pour financer les frais d'interprète. 47 heures de traduction par an et le reste, comment on fait? Alors en termes de commerce, etc., c'est compliqué. Et alors oui, je suis d'accord pour simplifier les choses, mais pour nous, en tant que chef d'entreprise et communauté sourde, comment on fait? Merci d'abord. Merci à vous d'être monté sur scène pour partager ça. Alors, toutes les personnes qui vivent aujourd'hui avec une situation de handicap, elles n'ont pas les mêmes chances que les autres. Elles n'ont pas les mêmes chances. Vous l'avez libérée. Elle peut vous parler. Toutes les personnes qui vivent dans une situation de handicap n'ont pas les mêmes chances que les autres. Et moi, je ne vous promets pas, parce que ce serait vous mentir, de dire que votre vie, elle sera la même que quelqu'un qui n'est pas atteint de surdité. Par contre, je veux qu'on puisse égaliser un peu les chances. C'est ça le projet qu'on porte pour les territoires comme les personnes. Et donc, la première chose, je me suis engagé dans le projet pour qu'il y ait un vrai programme pour les auxiliaires de vie scolaire. Quand vous avez été à l'école, vous aviez besoin d'une auxiliaire de vie scolaire. Il en manque aujourd'hui plusieurs milliers et elles ne sont pas payées comme elles le devraient, elles sont en contrat précaire.
Je veux qu'on aille au bout de cela et qu'on clarifie cette situation, c'est-à-dire qu'on réponde à ce besoin. Ensuite, quand vous êtes chef d'entreprise, vous avez, je sais, ces besoins supplémentaires. Je n'ai pas aujourd'hui dans mon projet des éléments qui permettent de répondre de manière précise à ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, je ne vais pas vous dire, avec moi, ça ne vous coûtera plus rien, ce sera exactement pareil, ce ne serait pas vrai. Par contre, j'ai quelques éléments en réponse. La première chose, c'est que je vais, si vous prenez quelques heures par semaine une telle personne et que vous la payez au SMIC, alléger les charges que vous payez aujourd'hui sur elle, de 10 points. Ensuite, si vous prenez cette personne, et dans l'île de la Réunion, ça concerne la moitié des Réunionnaises et des Réunionnais, dans un quartier politique de la ville. Vous savez, ces quartiers qui sont plus en difficulté, où il y a moins de richesse. Eh bien, à ce moment-là, vous aurez pendant 3 ans 15 000 € d'aide. C'est-à-dire qu'on va alléger massivement. Pourquoi? C'est une aide à la mobilité aussi pour les personnes. Quand on vient d'un quartier politique de la ville, c'est plus dur de réussir. Et donc, c'est ce que j'ai appelé ces emplois francs. C'est une espèce de starter qu'on met pour déclencher les choses et justement aller plus loin et plus fort. Et donc ça, si vous prenez quelqu'un qui vient de ces quartiers politiques de la ville, il vous coûtera à ce moment-là beaucoup moins cher. Mais je suis prêt à ce qu'on continue à innover et à regarder de manière pratique. Parce que vous savez, je viens là vous faire un discours, partager quelques convictions, mais on apprend toujours en venant au contact. Et donc, ce que vous venez de me dire, on va aussi réfléchir pour voir comment le traiter de manière encore plus précise. Bon, merci, c'est pour ça, j'ai bien compris. Et toutes les personnes politiques, souvent, ne pensent pas forcément à la situation des sourds. Et alors, bien sûr, on pense des fois aux gens en fauteuil, etc. Mais il n'y a pas d'experts. Il n'y a pas d'experts forcément, précisément pour les sourds. Et ça, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, au niveau du travail, OK, j'ai confiance en vous. La deuxième chose que je voulais vous demander, en tant que chef d'entreprise, non, mais en tant que citoyen sourd, d'abord, je voulais vous dire merci parce que vous avez organisé ce meeting avec un interprète. Imaginons qu'il n'y ait pas d'interprète, nous, les sourds, on n'a pas accès à l'information. C'est comme si on était des sous-citoyens. Merci à vous et merci à notre interprète. Oui, c'est pour ça que je voulais vraiment remercier les organisateurs et vous, en tant que candidat, qui avez choisi de faire appel à des interprètes aujourd'hui. C'est la première chose que je voulais vous dire. Et voilà, nous, on est très contents ici de pouvoir... voilà, pour cet après-midi. Mais cet après-midi, c'est accessible. Mais les autres 364 jours à la télévision ou aux informations, il n'y a pas forcément de sous-titres. Il y a un vrai décalage. Par exemple, là, le débat, vous savez, les 5 candidats, là, il y a eu un débat télévisé. Bon, moi, j'ai dû attendre jusqu'à minuit pour regarder ce débat. Parce que le sous-titrage, c'était en décalage, donc j'ai abandonné. Et ça, c'est un vrai problème. Et il y a plein de choses comme ça. Il y a des erreurs aussi, et il faut donner une vraie accessibilité à tous, à tout public. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, madame. Vas-y, bonhomme. Ça va? Tu t'appelles comment? Alors vas-y. C'est un petit côté Jacques Martin là. Alors, tu t'appelles comment et tu veux demander quoi? Je m'appelle Wassem et je demande... Alors, t'as quel âge? 6 ans. Alors vas-y. C'est quoi ta question? Comment devenir président? Alors vas-y. Comment devenir président? Alors, c'est une question un peu générale, là, cette fois-ci. Bon, d'abord, est-ce que tu sais ce que c'est que devenir président de la République? Oui. Ça veut dire quoi? Qu'on décide. C'est un assez bon résumé. Alors, on décide, mais on nomme aussi des gens qui vont faire. Le président, il ne fait pas tout. Est-ce que tu sais pour combien de temps il est élu? Non. 5 ans.
5 ans, c'est beaucoup. Alors, ça paraît très long quand tu l'es pas, mais je crois que quand tu l'es, ça fait très court. Et donc, tous les 5 ans, on revote pour le président. Bon. Qu'est-ce que t'attends, toi, du président de la République? Je sais pas. Je voudrais améliorer la Réunion. Thierry et Gilbert, vous êtes foutus. La relève est là. Alors, je vais te dire. Hein? La vérité sort de la bouche des enfants. Exactement. Tu vois, là, tu as déjà des fans autour de toi, là. Alors, je vais te dire. Quand tu es président, tu cherches à porter un projet pour le pays, pour toute la République. Et tu essaies de dire quelles sont tes priorités. Moi, je veux qu'on arrive à sortir un peu de la peur. Il y a beaucoup de peur, tu vois, d'inquiétude, de division. Qu'on arrive à donner plus de liberté pour faire des choses, pour créer, pour entreprendre, pour choisir sa vie. Et qu'en même temps, on protège celles et ceux pour qui c'est plus difficile. Et le faire dans un territoire comme la Réunion, qui est très différent. Tu as déjà été en Hexagone? Eh bien, c'est très différent. Ici, les contraintes ne sont pas les mêmes, la vie n'est pas la même. Et donc, de dire en France, il y a beaucoup de diversité. Et donc, il faut qu'on arrive justement à prendre en compte toutes ces différences pour faire réussir chacun des territoires. Et donc, moi, ce que je suis venu, tu vois, dire là tu es un rassemblement politique. Mais après, tu vas continuer, parce que ce que tu fais là, dans la rue, tu vas aller expliquer à d'autres qu'il faut voter pour notre projet, etc. Parce que maintenant, tu auras une mission. Maintenant, tu auras une mission dans toute la Réunion. Tu vas travailler pendant 30 jours. Je te préviens. Hein? Et donc, ce qui est important, c'est de dire aussi, moi, je n'ai pas la solution à tous les problèmes. Et je ne suis d'ailleurs pas le Père Noël. C'est d'ailleurs pas la saison pour vous. Mais ce que je veux, c'est que vous ayez les mêmes chances de réussir que dans tous les territoires, que dans toutes les familles. C'est ça ce qui m'importe. C'est cette égalité des chances. Et c'est qu'avec la même énergie, le même talent, la même volonté de faire, toi, quelle que soit ta famille, tu puisses aussi facilement réussir à La Réunion qu'on réussit à Paris ou à Marseille. Et ce n'est pas vrai aujourd'hui. Et donc, je ne vais pas te promettre de te donner des choses, mais je vais te dire, toi, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu as dans le ventre, qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard, et te donner la possibilité de réussir aussi bien ici, à La Réunion et pour La Réunion, que si tu étais à Paris, à Marseille ou à Bordeaux. Merci à toi. Tiens, donne le micro au suivant. Alors, la formation. Alors attends, j'y viens, je réponds à cette question et je ferai la formation. Attends. Bon, venez là alors. Bonjour Monsieur Macron. Ça va? Oui. Alors je représente les Français de l'étranger. Je viens de l'île Maurice avec le comité de l'île Maurice. Ils sont là et là. Bravo Mauricien. Et je voudrais remercier le comité de Saint-Denis qui nous a accueillis aujourd'hui aussi, ici. Moi, j'ai 2 questions rapides à vous poser. Mettez bien le micro comme ça qu'on vous entende. Ah oui. Dans un premier lieu, donc moi, je viens de créer mon entreprise à Maurice en octobre. Et ce serait comment encourager les jeunes Français à aller à l'étranger pour créer des entreprises. Et ma deuxième question, c'est comment convaincre les Français de l'étranger de voter pour vous? Alors, à la deuxième, je vais être simple. Moi, j'ai le même discours à l'égard des Français de l'étranger qu'à l'égard de tous les Français. C'est de faire réussir le pays et donner une place à chacun. Ni plus ni moins. Et donc, je détaillerai évidemment toutes les listes de points sur
l'offre consulaire, la possibilité, parce que je veux qu'on ouvre encore davantage de lycées français à l'étranger, qui est un des points très importants pour nos expatriés et pour le rayonnement de la francophonie. Mais c'est vraiment porter le projet et c'est faire réussir la France. Quand on est un Français qui vit à l'étranger, on a envie que son pays réussisse, rentre dans la modernité et se transforme. Ensuite, on a aujourd'hui 100 000 jeunes qui partent chaque année réussir à l'étranger. Donc moi, je suis très heureux de ça. Je veux les encourager, faciliter les procédures. Mais en même temps, ce qui m'importe, c'est que quelqu'un comme vous reveniez réussir sur le territoire français. Vous veniez justement apporter tout ce que vous avez appris pour faire réussir la France et réussir comme ça à encourager, à entraîner tout le monde encore plus loin. Merci à vous. Merci beaucoup. On va en prendre 2-3 à la fois s'il y en a beaucoup. Peut-être 2-3. Bonjour, bienvenue. Merci. Bonjour. Déjà, moi, j'aimerais passer un message à tous les Réunionnais parce que je suis métropolitaine, je suis venue travailler à La Réunion. Donc, j'aimerais passer un message d'espoir parce qu'ici, il y a du travail, on peut travailler, il y a de l'emploi, c'est pas perdu. Bien sûr que tous les Réunionnais pourront travailler, j'en suis certaine. Et vous parlez de reconquête aussi. Pour moi, l'avenir, je ne sais pas si vous êtes d'accord, ça va être les jeunes et les entreprises en France. Je ne veux pas parler de la Réunion comme un territoire isolé, je veux parler de la France dans sa globalité. Et vous parlez aussi justement du dialogue social. J'aimerais savoir comment vous voulez simplifier le dialogue social au sein de l'entreprise. Alors, sur ce sujet, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Moi, je veux que les règles de l'entreprise, elles ne soient plus simplement définies par la loi. On parle toujours de dialogue social, mais on veut que tout soit dans la loi. Et donc, moi, je veux que dans la loi, on mette les grands principes et qu'on renvoie à l'accord de branche et l'accord d'entreprise la possibilité, justement, de définir le bon cadre. Alors, ce sera de l'accord majoritaire d'entreprise, et donc c'est là que le dialogue social se fait, avec les représentants. En même temps, 2 éléments de simplicité très importants pour tout le monde. Le premier, si ça bloque, si on a simplement un accord minoritaire et pas un accord majoritaire, je veux qu'il y ait une possibilité d'avoir accès à un référendum. Et donc, que les salariés dans l'entreprise ou que le patron puisse, avec les minoritaires, décider d'un référendum pour débloquer la situation qui concerne l'entreprise. C'est très important pour simplifier. Ensuite, je veux là aussi qu'on simplifie les choses et qu'il y ait une instance unique de représentation. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a le comité d'entreprise, le CHSCT, les délégués. On remet en une seule instance, on n'enlève pas de pouvoir, mais on simplifie. Et puis quand il y a des trop petites entreprises, il y a sans doute parmi vous des toutes petites entreprises, et bien là, on peut avoir des accords types qui sont faits au niveau de la branche. Voilà. Donc plus de simplicité, en même temps, plus de responsabilité au niveau de la branche et de l'entreprise. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je vais répondre à la formation et la justice pendant que monsieur est en train de monter. Sur la formation, c'est un enjeu fondamental. Fondamental. Bonjour, je vous donne tout de suite le micro. Je finis juste mon point sur la formation. Sur la formation, c'est un enjeu essentiel. Pourquoi ? Et ça me permet de parler d'un mot, des grands changements qu'on est en train de vivre. Ce qui va se passer dans les prochaines années, c'est une transformation avec et par le numérique. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, je pense, qui sont là, qui sont dans le secteur du numérique. Et il y a beaucoup de secteurs d'activité qui vont être transformés par cela. On va créer des emplois nouveaux, on va aussi détruire des emplois existants. C'est sûr. Et donc, il ne faut pas résister à ce changement, mais il faut former tout le monde. Les plus jeunes et les moins jeunes. Aujourd'hui, le problème du chômage à La Réunion, c'est un problème de formation. Le problème des changements d'activité liés au numérique, c'est un problème de formation. Et donc, c'est pour ça que dans mon plan d'investissement d'avenir, dans mes 50 milliards d'euros, il y a une enveloppe de 10 milliards sur la formation en particulier des jeunes et des chômeurs de longue durée. C'est absolument essentiel. Et donc, on va mettre de l'argent pour mieux les former. On va aussi réorganiser le monde de la formation professionnelle pour que ce soit justement les pouvoirs publics qui puissent vous dire vers quelle formation il faut aller, mais derrière, que les régions, les branches professionnelles, tous les acteurs de la formation puissent délivrer des formations comme elles le font aujourd'hui, mais qui seront
évaluer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ce sera aussi plus transparent. Donc de l'investissement, de la transparence et une réorganisation. Allez-y, monsieur. Comment il est toutes? Comment il est? Comment il est Montbard? Comment il est La Réunion? Comment il est Saint-Denis? Monsieur Emmanuel Macron, sachez que pour moi, c'est un réel plaisir de vous avoir à ma gauche. Là, vous êtes à ma gauche ou vous êtes devant moi? Enfin, je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas, monsieur Macron. Donc, monsieur Macron, vous savez, enfin un candidat avec qui on pourra s'adresser et on pourra parler de ses revendications. Moi, je suis en situation de déficience visuelle depuis à l'âge de 3 ans. J'ai eu cet immense honneur, cette chance, cette possibilité d'aller à l'école républicaine, de suivre une scolarité dite normale. Vous savez, monsieur Macron, je suis ce qu'on appelle immigré. Je viens des Comores, je suis né aux Comores, et j'ai eu cet avantage, on va dire à mes risques et périls, de venir sur Mayotte en kwassa-kwassa. Vous savez, monsieur Macron, les petites embarcations. Je sais. Voilà. Donc, j'ai eu cet honneur d'aller à l'école républicaine et de suivre une scolarité normale. Et jusqu'en 2005, vous savez, il y a eu une loi relative à l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Une loi réellement majeure qui a permis, sans doute, des avancées considérables pour les personnes en situation de handicap. Moi, je ne viens pas, monsieur Macron, pour vous demander de nouveaux droits. Non, non, non. Je ne vous demande pas que je sois considéré comme étant un être exceptionnel ou un être à part. Non. J'ai juste envie, monsieur Macron, si vous devenez président de la République, que les personnes en situation de handicap puissent se sentir mieux en 2017 qu'en 2022. C'est-à-dire, je vous inviterai et j'inviterai l'État, en votre personne, que la loi relative à l'accessibilité soit réellement appliquée. Et j'insiste, qu'elle soit réellement appliquée. Parce qu'on a besoin, c'est inacceptable quand on marche au sein de nos territoires, de la République, qu'il y a des endroits qu'on ne peut pas y accéder. C'est inacceptable que quand on regarde la télé pour les personnes sourdes, ils n'arrivent pas à avoir les sous-titrages. C'est incontestable et c'est inacceptable. Quand on a des films dans certaines chaînes, on n'a pas la possibilité d'avoir l'audio-description. Vous savez, il ne faut pas qu'on soit considéré comme des êtres à part, mais qu'on soit considéré tout simplement comme des citoyens de la République. Des citoyens de la République. Et ma deuxième question, monsieur Macron, ma deuxième question, ça sera sur l'octroi de mer. Je suis conscient que c'est un dossier pas évident, un dossier compliqué. Et j'ai envie de vous dire, au départ, l'octroi de mer a été mis en place pour permettre à nous, Réunionnais, qu'on puisse protéger notre économie locale. C'est une très bonne chose. C'est même très bien. Mais là où c'est injuste, M. Thierry Robert parlait tout à l'heure de justice sociale. Moi, j'ai envie de le dire, là où c'est injuste, monsieur Macron, c'est quand on se retrouve à acheter des produits en France, des produits qu'on n'en fabrique pas ici, et qu'on se retrouve à être surtaxé. Trouvez-vous ça normal, messieurs, dames? C'est pas normal, monsieur Macron. C'est pas normal. Donc, je ne demande pas sa suppression, mais je demande réellement son adaptation. Je demande que soient protégés exclusivement, uniquement, les produits qu'on fait ici. Que ça soit appliqué de cette manière-là. Que ce ne soit pas appliqué pour tous les produits qu'on achète en France métropolitaine. Merci beaucoup, monsieur Macron. Merci La Réunion. Merci Saint-Denis. Vive la France. Vive la République. Et surtout, vive la Réunion! Merci à vous. Sur le deuxième point, oui, on ouvrira ce chantier. L'octroi de mer, vous l'avez dit, c'est un sujet très compliqué, qui protège aussi et qui a beaucoup d'avantages.
Mais il y a deux réponses à ce que vous avez dit. C'est la première, développer la production locale au maximum. Et quand il est montré qu'un produit n'est pas fait localement et ne peut pas être fait localement, à ce moment-là, il faut aménager l'octroi de mer. Sinon, c'est un prélèvement sur le pouvoir d'achat, en effet, des ultramarins. Sur le premier point que vous avez évoqué, oui, je suis profondément d'accord avec vous. Il ne s'agit pas de prendre de nouveaux engagements, de promettre de nouveaux droits dans l'abstrait et dans l'absolu. Il faut déjà aller au bout de ce qu'on devrait appliquer aujourd'hui. Et donc, j'en parlais tout à l'heure pour les auxiliaires de vie scolaire. Oui, sur l'accessibilité et la loi de 2005, on doit aller au bout sur toute la partie qui concerne déjà la sphère publique, ce qu'on n'a pas fait. Je vais prendre une dernière question et je vous dirai quelques mots pour conclure. Quoi? Laquelle? Mais je vais parler d'Europe de culture dans ma conclusion. Alors. Bonjour. Bonjour. Monsieur. Je parle pour la Réunion et m'habite Chaudron. Moi. Spécialement, je parle pour les jeunes. Moi. Les jeunes. Aujourd'hui, j'ai 31 ans, j'ai 3 enfants. Et spécialement, je veux savoir comment ça a fait pour donner les jeunes travail, s'il vous plaît. Parce que vraiment, nous sommes en difficulté. Et dans le Chaudron, là, c'est pour ça qu'on a toujours... Et comment expliquer ça? On a toujours... Et voilà, on a demandé casse la fait, on a toujours manifestation, on a tout ça là. Mais en fin de compte, il dit qu'il y a un travail, mais jamais, moi, il débloque. Mais de la Réunion, on a 31 ans. Hein. J'explique à vous, mais pas de pitchin. Pas de pitchin, mais mes garçons bébés. La question, elle a raison. Bon, je veux savoir comment on va faire pour le Chaudron, exactement. Même pour les autres quartiers, mais comment on va faire pour avoir un travail, s'il vous plaît. Alors. Pour les jeunes, hein, jusqu'à mon âge, j'ai 31 ans. Hein. Mais pas pour les jeunes aussi, il a 14 ans, 13 ans. Aujourd'hui, je veux que je tiens en sorte à autres, voir information ou association, pour pas que demain matin, de ça voler, de ça casser. Vous comprenez là? Je veux que demain matin, je tiens en sorte à autres aussi. Parce que mes petits enfants aussi, ils grandissent. Demain matin, là, je veux que maintenant, ils trouvent un moyen d'avoir un travail aussi pour la Réunion, s'il vous plaît. Merci à vous. Alors, 2 mots, et puis après, je vous entends crier plusieurs thèmes. Je veux bien qu'on passe toute la nuit, moi. Mais je vais essayer de résumer en quelques mots l'essentiel. Sur ce que vous avez dit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous revenez à la première question de monsieur. La formation des jeunes. S'ils ne sont pas bien formés, ils ne peuvent pas trouver de travail. Et donc, c'est lire, écrire, compter, l'investissement dans les classes primaires. La deuxième chose, c'est justement d'aider à développer l'entrepreneuriat et d'aider. Vous parlez du Chaudron, moi j'y serai demain matin, et je vous donne tous rendez-vous demain matin là-bas avec Gilbert et quelques autres. Eh bien, c'est de créer des emplois francs et donc de permettre à tout jeune ou moins jeune qui décroche un contrat à durée indéterminée, eh bien, d'avoir une aide de 15 000 €. Ce qui permet pour les employeurs d'être aidés, ça veut dire qu'ils ne paieront quasiment pas de charges les 3 premières années. Donc ça, c'est très important pour aider à déclencher l'emploi. Et ensuite, c'est de faciliter l'investissement, le développement de l'activité économique sur les différentes filières d'activité dont on a parlé. Il n'y a pas de miracle. Moi, je ne vais pas vous promettre de créer des centaines de milliers d'emplois pour les jeunes dans les 6 prochains mois. Ça n'est pas vrai. C'est une reconquête très complexe. Mais c'est changer les règles du marché du travail, relancer par l'investissement, donner justement ces instruments pour permettre à chacun, quand on vient d'un quartier difficile, de pouvoir rebondir et former pour la génération qui vient. Mais tout ça, ça passe par une mobilisation sur le terrain aussi, une volonté de faire, de savoir, de se demander à chaque instant la part qu'on a à faire soi-même. C'est essentiel. Mais au moins, le bon maire, mais désolé, sincère. Quand je dis que dans le travail, des blocs, ou sans ça, ils ne payent pas la cantine, ben jusqu'à là, nous payons la cantine. Même pour ma maman, toute l'affaire, pour comment m'a suivi à gauche, et pour la gauche, m'a suivi à gauche, m'a voté, m'a suivi à l'autre, jusqu'à là. M'a travaillé 6 ans à la mairie, jusqu'à là, n'a jamais embauché à moi, toujours 2 ans, aller à la CIDIC. 2 ans, aller remonter à la CIDIC. Mais vous savez, ça va aujourd'hui comme ça. 31 ans, avec 2 enfants, avec RSA. Ben, comment on sort à moi là, monsieur? Je ne vais pas sortir tout le monde de sa situation. Je ne vais pas vous mentir. Hein. Ça, ce n'est pas vrai. Par contre, quand je dis on va investir dans la formation des très peu qualifiés, alors là, oui, ça, c'est fait pour vous.
Parce que votre problème, je pense aussi, c'est un problème de qualification pour trouver les emplois durables et pour pouvoir justement vivre, avoir un salaire décent et nourrir votre famille. Et donc là, c'est les formations qui vont bien. Derrière, si vous habitez au Chaudron, c'est la possibilité d'avoir une aide. Donc vous aurez accès à ces emplois francs qui faciliteront le fait que vous retrouviez un emploi. Donc c'est ces instruments, la formation, les emplois francs pour aider pour que vous trouviez justement un employeur. Mais moi, je ne vais pas vous promettre un emploi public demain. Si j'étais démago, la seule chose que je peux vous promettre là, c'est de dire je vous embauche demain. Mais je ne le suis pas. C'est pas un problème ça, je veux comprendre en haut. Un but de Chaudron, fait 31 ans, mais but de la Chaudron, moi. Je vais devoir répondre à d'autres questions. Mais franchement, on n'a jamais vu maintenant, aide à nous, aide surtout les jeunes, hein. Même à 31 ans, n'est pas grave, hein. N'est pas grave pour moi. Mais non, ne le sifflez pas. Non, parce que vous ne pouvez pas monopoliser le micro, parce qu'après, il faut que je traite d'autres sujets. Je dis une phrase, mais au moins, vu qu'on regarde les jeunes, surtout les jeunes, les plus jeunes que moi, et au moins avoir... Non, c'est bon, c'est bon. Il va partir tout seul. N'inquiétez pas. Allez-y, tu dis la vérité, il blesse Azot. Allez-y, allez-y. Tu dis la vérité, il blesse Azot, quoi. Tu dis la vérité, mon là. Mais oui, la vérité, c'est qu'il faut que je réponde quand même à d'autres points. Il n'y a pas de problème. Mon dernière phrase, au moins, il sort au fond de mon cœur. Je veux qu'on regarde les jeunes, les plus jeunes que moi, les 13 ans, 14 ans, au parc de matin, de maman, de papa, les tracasser parce que de ça vole de monde, pour en avoir. Or que il y a un travail, il y a une formation, les payer, mais conseil des blocs comme ça. Ça, la pointe du tout, hein. Je dis vraiment, mais bien Chaudron, moi. Et pas pour tous les quartiers. J'y serai demain. Ben, franchement, hein, mais dessus. Sérieux, hein. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on ne peut pas traiter de tous les sujets. Et comme je l'ai dit, ce que je propose, ça n'est pas de régler tous les sujets en un quart d'heure. Mais là-dessus, c'est bien la politique pour la jeunesse, pour le travail, pour le développement qui est essentiel. Quelques mots pour finir. Oui, il y a la culture. Alors, sur la culture, ce que je propose, c'est évidemment d'abord l'accès à la culture. Parce que la priorité, d'où qu'on vienne, quel que soit le milieu d'origine, c'est de pouvoir accéder à la culture, à la littérature, à la peinture, au spectacle vivant. Et donc, c'est pour cela que d'abord, nous avons proposé l'ouverture des bibliothèques en soirée et le week-end. Ensuite, un pass culture pour que tous les jeunes à 18 ans aient justement ce pass de 500 € pour qu'ils puissent choisir accéder à la culture, parce que c'est ça qui recrée de la justice. Et puis reconnaître, aider la création culturelle dans nos négociations internationales, mais aussi dans les instruments de soutien qui existent, que ce soit la littérature, que ce soit le spectacle, et donc toutes les formes culturelles doivent être ainsi reconnues. Je m'en voudrais de ne pas dire un mot avant de partir sur la sécurité et sur l'Europe. La sécurité parce qu'on a parlé d'illettrisme, on a parlé de l'économie, on a parlé des différentes filières d'activité, mais on n'a pas parlé de sécurité. Or, l'un des problèmes qui existent pour notre pays, c'est évidemment l'insécurité face au terrorisme. Le problème qui existe aujourd'hui, dans les quartiers les plus difficiles, c'est évidemment l'insécurité qui s'est installée. Sa cause première, c'est le manque d'éducation, c'est le manque d'activité économique. Mais à la base, il y a une réponse que nous devons apporter. Et donc cette réponse, je vous le dis, c'est une tolérance zéro en matière d'insécurité. C'est ce projet-là que je veux porter. Et donc, pour ce faire, ce seront 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires sur le quinquennat. Ce sera la création d'une police de sécurité quotidienne qui, sur le terrain, pourra se déployer au plus près justement des habitants, qui n'est pas une police d'intervention, mais qui va recréer de la présence quotidienne à notre rapport à l'autorité avec des moyens nouveaux. D'abord, la possibilité de mettre des amendes face aux petites infractions qui aujourd'hui sont sans réponse. La réalité aujourd'hui, sur des infractions du quotidien, sur l'île, c'est qu'il n'y a pas de vraie réponse. On fait des dossiers longuement, ils sont envoyés aux juges et ils sont pour une très large majorité, quand ce sont des petits délits, classés sans suite ou bien avec simplement ce qu'on appelle un rappel à la loi.
Eh bien, face à cela, ce que je veux, c'est absolument mettre en place une réponse immédiate par l'amende. De la même façon, je veux que nos forces de l'ordre puissent éloigner du territoire celles et ceux qui troublent l'ordre public, qui ne sont pas forcément pris la main dans le sac, qui ne sont pas en train de commettre une infraction à proprement parler, mais qui créent un trouble. Aujourd'hui, ils ne peuvent rien faire. Eh bien, ce que je veux, c'est qu'ils aient la possibilité, sous le contrôle du juge, d'éloigner justement ces derniers, de leur donner l'interdiction de revenir dans le quartier, d'arrêter de semer la terreur. Et donc, c'est une réponse pragmatique à l'insécurité que trop de quartiers connaissent. Enfin, je vais vous dire un dernier mot sur notre place dans le monde, et en particulier ici, au milieu de l'océan Indien. Vous êtes face à un défi, qui est un défi géographique, économique, mais aussi culturel français, qui est la place que nous pensons pour nous-mêmes dans le monde. Il y a des peurs aujourd'hui qui se sont installées en France. La crainte de ne pas être au rendez-vous pour certains, la volonté de dresser des murs, comme le proposent certains autres, ou d'attiser les haines. Vous êtes au milieu de la mondialisation. Vous êtes à la fois collé à l'Afrique et en plein océan Indien. Et donc vous savez ce que c'est que le rapport au monde, vous savez ce que c'est que cette nécessité justement d'être ouvert à tous les autres. Mais il faut l'être de manière adaptée. Et donc ce que je veux dans cette ouverture pour la Réunion, c'est une vraie intégration dans les politiques européennes, mais une Europe qui protège et qui s'adapte. Donc oui, je défendrai les intérêts de la Réunion dans les négociations commerciales européennes. Je défendrai les intérêts de la Réunion comme un territoire ultra-périphérique de l'Europe, et c'est une nécessité. Et je veux en même temps que nous défendions nos spécificités. Et donc, dans les négociations à venir de la PAC, sur les grandes productions agricoles, je veux absolument qu'on prenne en compte les intérêts, la réalité du territoire réunionnais, parce que c'est cela aussi, adapté au terrain, ce que la République peut faire et défendre. Cette ouverture au monde, c'est aussi en même temps la continuité territoriale. Et là, je prends deux engagements. Le premier, c'est d'assurer cette continuité territoriale avec, justement, la métropole. Aujourd'hui, les billets sont trop chers et les vols trop peu nombreux. Et donc, oui, ce projet, c'est à la fois d'améliorer la concurrence, d'accroître la concurrence entre les compagnies, mais aussi d'avoir une vraie politique de baisse des prix des billets par de la subvention et donc par l'accompagnement d'au moins 200 000 billets par an. Enfin, c'est aussi la continuité avec l'océan Indien et le territoire dans lequel vous êtes plongé. Et pour cela, ça suppose aussi de faciliter les vols, les accès, tout ce qui vous relie à la zone économique pertinente pour la Réunion, qu'est cet océan Indien avec toutes ses opportunités. Voilà, mesdames et messieurs, ça fait un peu plus d'une heure que je suis avec vous, et vous, quelques heures que vous êtes là. Je voulais, pour conclure, et je continuerai après en loge à répondre aux autres questions auxquelles je n'ai pas répondu. Je voulais, pour conclure, vous dire combien pour moi les semaines qui viennent sont importantes, mais combien pour vous aussi elles sont importantes. Le défi qui est le nôtre, c'est de porter ce projet progressiste pour notre pays, pour la France, pour l'Hexagone, comme pour les territoires ultramarins et comme pour la Réunion. Parce que ce défi, il est historique, c'est le défi français. C'est de savoir si nous voulons avoir peur du siècle qui commence, si nous voulons accepter les replis, ou si, au contraire, nous voulons porter une ambition nouvelle pour la France, une ambition de conquête. C'est cet esprit de conquête
pour la France, pour la République et pour la Réunion que je veux porter. Alors mes amis, ce que je vous demande ce soir et dans les jours et les semaines qui viennent, c'est avec moi de porter ce projet, cette volonté de faire. Et c'est ensemble, pour la France, pour les Outre-mer et pour la Réunion, de réussir à les mettre en l'air. Vive la République! Vive la France! Vive la Réunion! Merci à vous! Merci, merci à vous! Merci à vous! Merci!